Oui, il s'appelle Abbé Baala, Jean Bosco, c'est son nom. Oui, cette question de l'insécurité, je ne dirais même pas de l'insécurité, mais de l'agression de l'Est, lui tient à cœur. Il a toujours donné sa voix, donné ses analyses pour permettre aux dirigeants congolais de comprendre la situation. Et aujourd'hui, l'actualité oblige, il est avec nous. Monsieur Jean Bosco Baala, bienvenue. Merci beaucoup et merci pour l'invitation, Crispin. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Faut-il couper les relations avec les Rwandais? Eh bien, voilà, ça c'est la question que tout le monde se pose. C'est vrai, elle devient d'actualité avec toutes les atrocités que nous subissons depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années de la part du Rwanda, toutes ces guerres à récurrence. Et je crois que c'est l'occasion aujourd'hui d'ailleurs de rendre hommage à tous ces morts qui sont dus à cette agression à répétition de la part de notre voisin. Je voudrais ici profiter de votre plateau pour dire d'abord toutes mes condoléances à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. Hein, nous avons appris qu'il y a un colonel valeureux qui était un compagnon de feu notre héros Mamadou Ndala, oui. Hein, qui est mort. Et curieusement, ce sont les mêmes qui l'ont tué sur les champs d'honneur et qui ont annoncé sa mort, alors que les FARDC, normalement, n'annoncent pas la mort de leurs officiers. Et c'est eux qui l'annoncent pour dire que, vous voyez la communication de guerre, pour dire qu'il a été tué par ses propres troupes. Vous comprenez ce que ça signifie, ce que ça fait pour sa famille. Donc je voudrais dire toutes mes condoléances à la famille Birumana, qui est un proche, et surtout à la famille du colonel Mushagalusa Birumana. Je dis aussi condoléances parce que nous en parlons au gouverneur du Sud Kivu qui a perdu sa maman Suzanne, qui est décédée. C'est une digne princesse du Sud Kivu, de la famille du clan de ce qu'on appelle les Batebura, les propriétaires de la ville de Bukavu. Et donc, pour moi aussi, c'est donc l'occasion de leur dire. Mais revenons à ce sujet maintenant. Nous parlons aujourd'hui d'une énième guerre. Faut-il couper les relations avec les Rwandais? Oui, et ça, je crois que avant même qu'on se mette à réfléchir s'il faut-il couper les relations avec le Rwanda, il faut aujourd'hui appeler le gouvernement congolais à être conséquent avec lui-même. C'est-à-dire quoi? Être conséquent signifie que si tous les rapports militaires, si les porte-paroles de ceux qui se battent sur terrain vous disent « nous avons attrapé des militaires rwandais sur le terrain, nous avons attrapé des effets militaires, nous savons d'où viennent nos ennemis ». Vous vous rappelez que dans toutes les émissions qu'on a faites ici, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer les raisons pour lesquelles le Rwanda ne peut pas arrêter de nous agresser. Parce que sa survie passe par la déstabilisation de l'Est du pays. Sa survie économique surtout. Et le Rwanda est utilisé par des multinationales, par toute une géostratégie mondiale pour qu'on mette la main sur les dernières réserves stratégiques des minéraux. Donc aujourd'hui, comprenant cela, il faut que les autorités congolaises puissent prendre le poids de la mesure en adoptant un ton ferme contre les Rwandais. Qu'elles soient conséquentes. D'abord, la première chose à faire, parce qu'on veut rester dans le diplomatique, comme on dit, et dans le diplomatiquement correct, il faut saisir les mécanismes onusiens, il faut saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons été agressés de façon visible. Et il faut arrêter la langue de bois, c'est-à-dire qu'elle n'est plus payante aujourd'hui, elle ne fait que énerver les futurs électeurs du président de la République en 2023. Je le dis à haute voix. Lorsque vous avez des images comme celles qui sont en train de passer, avec des enfants qui sont en train de fuir avec des valises sur la tête, lorsque on vous montre des images des morts et tous nos soldats qui sont en train d'être tués, de tous ces villages qui se vident de leur population, eh bien,
les populations qui subissent cela ne comprennent pas le langage de certains. Oh, nous pensons que ça peut être le Rwanda. À qui racontez-vous cela? Parce que ça fait nous... Parce que sur le terrain, on constate, et il y a des effets militaires qui sont mis à la place publique. Combien d'accords on a déjà fait? Regardez ce livre ici. Hein? Nous avons coécrit ce livre qui s'appelle « Textes fondamentaux sur le processus de paix en République démocratique du Congo » qui reprend tous les accords qu'on a faits pour la paix dans ce pays. Donc depuis Lusaka, en passant par Sun City, etc., jusqu'à l'accord de Goma. Et on retrouve chaque fois les mêmes revendications de la part de ceux qui nous créent des rébellions. C'est passé du RCD au CNDP, du CNDP à M23. Et chaque fois, on voit la même rhétorique. Le Rwanda qui prétend chaque fois que le FDLR par exemple constitue un danger pour sa sécurité, mais entre-temps, ce sont des rébellions soi-disant congolaises qui viennent revendiquer de pouvoir protéger le Rwanda. Et, comment vous comprenez ça? Dans le dernier communiqué par exemple du M23, leur fameux porte-parole là-bas, un Congolais qui s'appelle Ngoma ou je ne sais pas quoi, où ils l'ont recruté, eh bien, il prétend que parmi leurs revendications, c'est que cette armée, notre armée, les FARDC, sont en train de s'allier avec les FDLR qui sont un danger pour les pays voisins. Bon, enfin, un Congolais, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Depuis quand vous avez déjà appris que le FDLR a attaqué le Rwanda, ou que les ADF ont attaqué l'Ouganda. En quoi un Congolais peut en quoi ça le préoccupe? Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes là, devant la situation maintenant qui prévaut au Nord Kivu, vous savez comment les choses sont allées crescendo. D'abord, il y a eu cet appel pour que nous puissions nous rejoindre la communauté des pays est-africains, donc l'Est African Community. Nous avons accepté, c'est le processus qu'on appelle le processus de Nairobi. Quelque temps après, le M23 relance des attaques sur Bunagana, Tchanzu et Runyonyi. Juste une semaine après qu'ils aient relancé ces attaques, au mois de février, eh bien, nous nous retrouvons avec un appel à aller à Nairobi pour aller négocier la paix à l'est du Congo. Et c'est ce qu'on appelle le conclave de Nairobi. Pendant qu'on est au conclave là-bas, on entend un double appel. Il va y avoir négociation entre donc, la République démocratique du Congo et ses groupes armés locaux. Vous comprenez cela? Et en plus, la mise en place d'une force est-africaine, d'une force multinationale, donc régionale, qui viendrait nous aider à traquer les récalcitrants à cette réconciliation. Et qu'est-ce qui se passe? Le commandant suprême des FARDC, qui est le président de la République, il risquait de n'aller rencontrer là-bas que les groupes armés attachés au Rwanda, c'est-à-dire le M23, les Twirwaneho, tous ces gens-là qui se battent dans les hauts plateaux, hein, les androïdes et compagnie. Et la même stratégie qui avait été mise en place par l'ancien régime quand il revendiquait, quand il négociait avec le CNDP et les autres, on a élargi vite la réunion à tous les autres groupes armés nationaux, au point qu'il n'y a que 23 groupes qui se sont retrouvés là-bas et d'autres non. Et on a habillé cela en disant, bon voilà, on va faire un second tour pour que les autres puissent s'y retrouver. Mais pendant ce temps, le M23 était en train de relancer les attaques sur Kibumba, sur Rumangabo. Et donc, vous voyez que nous avons une logique de guerre. Une logique parce que le président du Rwanda avait déjà annoncé que lui ne pouvant pas faire la guerre chez lui parce que le pays est étroit, et lui disait qu'il devait faire la guerre là où il y a de l'espace. Ça, c'est un acte, c'est une déclaration de guerre. Vous ne pouvez pas appeler cela autrement. Quand les Congolais entendent des choses comme celle-là, lorsque nous entendons des choses comme celle-là, quand nous avons négocié avec le CNDP,
lorsque nous avons négocié avec le M23 et que nous l'avons vaincu militairement. Vous vous rappelez donc qu'en 2013, nous avons vaincu militairement le CNDP. Et dans la déclaration de Nairobi, il était convenu que le CNDP se transformait en mouvement politique. Il n'y avait plus de mouvement politico-militaire. Mais aujourd'hui, nous retrouvons les mêmes revendications de la part du nouveau M23. En fait, c'est l'armée rwandaise. Il ne faut plus parler. Moi, j'appelle les gens à cesser de parler du M23. On cesse de parler du M23. Oui. Doit-on déclarer la guerre au Rwanda? Mais cela, c'est ce que c'est l'appel. Moi, je ne peux pas le dire comme ça parce que ça ne dépend pas de moi. Déclarer la guerre au Rwanda, on ne déclare pas la guerre. Parce que nous sommes déjà agressés. On ne déclare pas la guerre comme ça de but en blanc, n'est-ce pas? Ça se prépare. La Russie n'a jamais déclaré la guerre à l'Ukraine. Vous comprenez, hein? Alors qu'il y avait tout un tas déjà de choses qui se faisaient. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Eh bien, lorsque vous êtes agressé par quelqu'un, vous ne déclarez pas la guerre. Vous répondez à cela, vous répondez à cette agression. Qu'est-il besoin que la République démocratique du Congo déclare la guerre? Droit de défense oblige. Mais nos FARDC sont en train de se battre aujourd'hui sur terrain, sont en train de pourchasser les Rwandais. Il y a le droit de poursuite au niveau international. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un, vous devez protéger vos frontières. Droit de poursuite. Il y a un droit de poursuite. Vous ne pouvez pas laisser les choses se passer de cette manière. Je ne suis pas un va-t-en guerre, mais aujourd'hui, ayant participé justement à toutes ces négociations de paix, nous croyons encore à la paix. Mais aucun pacifiste aujourd'hui ne peut accepter ce qui est en train de se passer. D'abord, c'est une humiliation notoire pour notre pays, mais aussi, on est en train de nous faire reculer. Vous voyez le prétexte qui est en train de se passer là-bas. À quel moment les groupes armés d'origine congolaise ont été une menace pour la sécurité de nos pays voisins, pour qu'on vienne mettre en place une force régionale pour combattre les groupes armés congolais. Ce n'est pas une question de sécurité pour eux. Il n'y a pas d'insécurité au Burundi parce qu'il y a des groupes armés à Uvira ou à... Non. Il n'y a pas d'insécurité au Rwanda parce qu'il y a des groupes armés... Il n'y a jamais eu des attaques au Rwanda. Il y a des Maïmas. Non, ils n'ont jamais attaqué leur pays. Alors ils viennent faire la guerre dans notre pays. Et nous devrions commencer à réfléchir. Tous ces experts dont j'entends parler, qui sont autour des décideurs, moi je pose la question, est-ce qu'ils comprennent la géostratégie des Grands Lacs aujourd'hui? Est-ce qu'ils comprennent que nous sommes devant une guerre de prédation qui ne dit pas son nom, une guerre de basse intensité qu'on nous impose depuis 20 ans pour pouvoir continuer de pomper nos minéraux et de les faire passer par la fraude et en profitant d'une situation de ni guerre ni paix, où il n'y a pas de front, où les gens ils viennent faire des escarmouches et ils créent la sécurité. Ils ont attaqué, oui. Les FARDC ont répliqué, et ils ont... quelle est la situation aujourd'hui? Nous apprenons que les FARDC ont repris les territoires occupés, mais après ils partent, et puis pour revenir, c'est une sorte de... nous mettre une sorte de traquenard pour nous mettre en diversion. Mais c'est de la diversion. Beaucoup de gens soupçonnent d'ailleurs que cette reprise de la violence au Nord Kivu, c'est une manière pour eux d'empêcher l'arrivée du pape François, là, à Goma. Vous savez ce que cela signifie. Le pape François est non seulement le chef de l'Église catholique, donc de la communauté religieuse la plus puissante actuellement dans le monde, il faut le dire, mais aussi, il faut savoir que c'est le chef spirituel de l'Occident chrétien. C'est aussi un chef d'État. C'est-à-dire qu'il sera accompagné par toute une armada médiatique. Et quand on dit dans son programme qu'il va rencontrer les victimes de la violence et les victimes de la guerre, ces victimes-là sont des victimes de qui? De ceux qui nous font la guerre depuis du Rwanda. Du Rwanda. Donc pour le Rwanda, c'est une mauvaise communication, l'arrivée du pape. Pour le Rwanda, c'est une mauvaise communication, l'arrivée du roi de Belge et de son épouse, de la reine, à Goma, à Bukavu, et Lubumbashi, etc. Vous saisissez ce que ça signifie. Vous avez entendu un petit communiqué venant d'une ambassade qui disait qu'il va y avoir des attentats sur le lac Kivu, que les citoyens de notre pays fassent attention.
ces gens-là, nous savons très bien que c'est eux qui sont derrière le Rwanda. Ils ont toujours adoubé le Rwanda. On demande... on doit dire les choses. Nous avons vu les communiqués de l'ambassade des États-Unis alors, demandant à ses ressortissants de ne pas se rendre à l'est de la RDC, voilà. plus précisément à Goma. Comment expliquer un tel communiqué dans une période comme celle-ci? Cette menace là-bas viendrait de quelle manière? Mais souvenez-vous aussi de ces accords-là entre le Royaume-Uni et entre la Grande-Bretagne et le Rwanda pour qu'on nous refile tous les réfugiés. Et pendant ce temps, nous venons de signer un accord où nous créons la libre circulation des biens et des personnes entre nos frontières. Un pays voisin. Donc, vous voyez la stratégie du Rwanda, la stratégie d'encerclement. Ils viennent signer à Brazzaville des accords, et ils achètent d'abord des terres. On a parlé de 120 000 hectares de terres. Ils viennent signer des accords militaires avec le Congo-Brazzaville, qui se trouve à notre porte, à la porte de notre capitale, en face de la zone industrielle Maluku. Ils sont en Centrafrique, oui. Ils sont au Mozambique, ils se créent une réputation. Oui. Professeur Bala, oui. Il y a une question qui m'est à l'esprit. Mais dans tout cela, oui. Quelle est la responsabilité de nos leaders sous-régionaux quand les autorités Congo-Brazzaville acceptent de signer ces accords avec le Rwanda? Mais nous sommes des hommes intelligents, ça saute à l'œil. Mais nous sommes un peuple frère. Si ça barde à Kinshasa, eh bien c'est Brazzaville qui est bondé de la population fuyant les situations d'insécurité à Kinshasa. Doit-on accepter que le Congo soit déstabilisé? Est-ce que nous sommes dans des calculs géopolitiques d'hégémonie et de puissance et de volonté de puissance. Tous les pays voisins du Congo ne voient pas d'un bon œil cette sorte d'émergence qui était en train de se faire. Il faut l'avouer que lorsque le président de la République a pris la tête de l'Union africaine, l'alternance pacifique, la démocratie, donc il y a eu la République démocratique du Congo était en train de revenir sur la scène internationale et de vouloir revenir comme une puissance qui peut gérer, comme du temps de Mobutu, où personne ne pouvait faire, même éternuer à côté. C'est lui qui était le faiseur de roi. Quand ça bardait au Burundi, c'est lui qui pouvait changer le président là-bas. Quand ça bardait au Rwanda, c'est lui qui intervenait. Quand ça bardait, c'était lui le faiseur de roi. Alors, les pays voisins du Congo ne peuvent plus accepter cela. D'autant plus que leurs sponsors, qui les utilisent comme des proxys, voudraient que le Congo reste dans cette situation de faiblesse pour pouvoir mettre la main sur les dernières réserves stratégiques. Nous sommes en face de voisins qui coalisent contre nous. C'est à nous de comprendre ce que nous voulons. Parce que si un État... Regardez, l'autre jour, j'ai appris que le Conseil des ministres a accepté le plan que présentait le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda. Il a présenté pour la première fois, un document de politique de défense pour les pays, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on aurait dû faire depuis plusieurs années, une loi de programmation pour l'armée. Nous n'avons pas cette loi. Comment on va faire la réforme de l'armée si nous n'avions aucune loi sur l'armée? Si nous n'avons pas de stratège? Il faudrait mettre en place un brain trust, comme disent les Anglais, brain trust, qui étudie de façon scientifique, avec des stratèges qui étudient les questions de géopolitique et de géostratégie qui se passent non seulement au niveau sous-régional, mais au niveau régional et mondial, et qui proposent au président de la République et à ceux qui décident des solutions idoines pour pouvoir le faire. Nous avons l'importance de Tchèsde. D'où l'importance de Tchèsde et de tous les centres dont nous faisons partie. J'enseigne les questions de sécurité, géostratégie et défense. Et beaucoup de nos étudiants nous posent les mêmes questions que vous êtes en train de poser. Ils disent, mais comment se fait-il que ces gens se moquent de nous? Est-ce que nous n'avons pas suffisamment d'intelligence? Que font nos services de sécurité? Que font nos services d'intelligence extérieure pendant que nous sommes en train de subir cela? Que font nos services pendant ce temps où nous savons très bien ce que veulent les voisins? Alors, je me pose la question. Oui. Est-ce que la RDC doit se comporter comme l'Israël? Mais
la loi de la nature, c'est la loi du plus fort. C'est clair et net, tous les stratèges militaires vous le disent. D'ailleurs, mes ancêtres, mes grands-parents qui étaient aussi, mon grand-père était un chef de guerre, était un chef militaire, hein, un des commandants de l'armée des Bashi au sud Kivu. Il avait fait exactement la même chose. Après avoir tué le dernier roi conquérant du Rwanda, roi Bugiri, sur le lac, il a poursuivi. Il est allé au-delà, donc il est allé au-delà de la frontière. C'est comme ça qu'il avait occupé la partie qu'on appelle le Kinyaga. Dans cette partie là-bas, en fait, le Congo a occupé à un moment donné le Rwanda. C'est le contraire qu'eux disent, mais nous avons occupé cette partie. Et les Rwandais le savent. Quand nous étions dans la même, sur la même, le même niveau des royaumes interlacustres là-bas, eh bien, jamais les autres n'auraient traversé. D'ailleurs, la seule communauté dont ils ont peur, c'est justement parce que nous avons eu 3 siècles de combat et nous avons fini par les vaincre et leur faire traverser la frontière que les Blancs avaient créée, c'est-à-dire la Ruzizi. Mais cette frontière n'a jamais existé. Mais nous n'avons pas de guerre entre nos peuples. Nous avons maintenant une guerre moderne entre des intérêts modernes, des intérêts économiques, entre des intérêts de l'Occident pour son économie moderne et maintenant une classe politique des gens qui ont subi... Donc, lorsqu'on est dirigeant d'un pays qu'on appelle le coffre-fort du monde, il faut avoir des stratégies militaires à la hauteur des richesses que nous avons. Absolument. Si vous ne gardez pas vos frontières, hein, Monseigneur Mouziro, à d'heureuse mémoire, avait écrit avant sa mort un petit livre dans ma langue maternelle. Il disait « Bundiboulia Bundibuno ». Ça signifie « Voici ce qui s'est passé dans les temps anciens, voici ce qui se passe maintenant dans les temps présents ». Et dans ce livre, il s'étonnait, il disait « Mais pourquoi vous, les jeunes Bashi, vous promenez aujourd'hui comme ça les bras ballants, je vous vois vous, les bras ballants ». Il dit « Dans le temps, un jeune de ma tribu se promenait avec une machette, avec un grand coutelas hein, sur ses reins et avec une lance pour pouvoir tuer le serpent qui veut mordre sa femme, n'est-ce pas, et ses enfants, pour tuer le léopard ou le guépard qui sort de la brousse et pour lancer sa lance sur l'ennemi qui veut l'attaquer. Il dit, comment se fait-il que les gens ont oublié les coutumes? Parce qu'à 8 ans déjà, chaque jeune de ma tribu était un soldat. Il faut qu'on revienne à la question qui est posée. L'article 63 de la Constitution. L'article 63 de la Constitution demande que tout Congolais puisse se mobiliser pour défendre la patrie en cas de besoin. Et souligne dans son 2e alinéa que l'on peut même instaurer un service militaire obligatoire si nécessaire. Moi, je crois que nous devons revenir à cela. Dans le moyen terme, dans le long terme... J'ai reçu un invité qui a proposé même qu'on puisse faire appel aux forces armées, aux militaires ex-phase qui ont soutenu Jean-Pierre Bemba à l'époque, aujourd'hui restés à Brazzaville sans rien faire. Ils peuvent être appelés en renfort parce que ce sont des Congolais. Ça fait partie de ce qu'on appelle les stratégies de défense. J'ai entendu des gens qui ont mal interprété ou interprété un appel patriotique d'un policier, d'un chef de la police au Nord Kivu. Moi, je crois qu'il faut faire attention quand on raconte des histoires. Cet homme se trouve devant une population traumatisée, une population qui veut fuir. Vous avez vu, par 2 fois, le CNDP et le M23 ont attaqué la ville de Goma. Et les gens cet appel a été fait à l'époque par M. Laurent Désiré Kabila. M. Laurent Désiré avait fait le même appel. Nous aussi, lorsque le fameux Nkunda Batouare nous a attaqués à Bukavu en 2004, Mbouza Mabé est passé à la radio. Le général Mbouza Mabé était chef de l'armée au sud. Il a demandé que tout le monde se mobilise, que ceux qui ont des armes les prennent pour pouvoir défendre la nation. Et les gens l'ont fait. Mais comment il y a des Maïmaï aujourd'hui? Tous les Maïmaï que vous connaissez, c'était quoi? C'était lorsqu'on a subi l'agression. Qui les ont appelés?
Alors maintenant, on commence à faire un discours du genre mais rwandais. Ça a été, j'ai vu les images où la population est partie à Kibumba pour donner la nourriture aux militaires après avoir repoussé la... C'est vrai que nous devons déplorer ce qui s'était passé au Rwanda était mauvais. Les discours de la haine tribale, le discours de la violence aveugle, c'est un mauvais discours et nous devons le condamner. Personne ne peut dire allez prendre des machettes et des pierres et jeter sur les autres que vous n'aimez pas. Non. Mais dire à une population qui est agressée, défendez-vous, je trouve ça admirable. Parce que il y a un ami qui a fait son mémoire sur aux facultés catholiques quand nous étions l'UCC, qui a fait un mémoire sur la théologie de la guerre juste. C'est Fefe Lufungulo, il vit aux États-Unis actuellement. Quand moi j'avais lu son mémoire en 2003, j'étais très étonné parce qu'il montrait comment dans la Bible, il y avait chaque fois que Israël était attaqué, chaque fois qu'Israël était mis en... C'était Dieu qui le défendait et qui demandait que le peuple se lève pour pouvoir défendre la terre qu'ils avaient reçue de leur sauveur, de leur Dieu. Que signifie aujourd'hui que nous passions par des circonlocutions verbales? Mais du moins sur terrain, il y a cet amour patriotique qui fait que on a repoussé ces agresseurs. Mais bien sûr, c'est à cause justement de cette mobilisation. Notre armée a besoin de ça. Ces pauvres soldats qui se font tuer sur le front, sur les champs d'honneur, ils ont besoin de savoir que la cause pour laquelle ils se battent, elle est soutenue par toute la nation, que ce n'est pas une cause de l'Est du pays. La plupart des militaires qui sont là-bas ne sont pas de l'Est. Ils viennent du Bandoudou, de l'Équateur. Leurs femmes sont... Alors, que signifie cette ethnicisation? Vous avez vu que dans les communiqués du M23, c'est-à-dire du Rwanda, ils soulignent ces histoires-là de communautés. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez nous. Tous les Congolais sont unanimes. D'ailleurs, la seule chose que nous disons à nos frères qui se battent avec une connotation ethnique, nous leur disons, mais arrêtez de vous battre pour votre communauté. Commencez à vous battre pour le pays. Et tout le monde comprendra que votre combat est un combat juste. Voilà. Et donc, je crois que pour le moment, la seule chose que nous pouvons demander, c'est que l'État congolais donne un soutien à notre armée, un soutien massif. Que le peuple congolais se mobilise. J'ai appris d'ailleurs que déjà lundi, il y a des marches qui vont s'organiser partout pour pouvoir soutenir les FARDC. Je soutiens ce qui va se faire. Mais qu'au niveau diplomatique, nous arrêtions la diplomatie de la politique de l'Autriche. Que nous disions à haute voix aux Nations Unies, à l'Union européenne, qui, soit dit en passant, essaie de soutenir cette histoire de Nairobi là-bas qui est en fait un mort-né, parce que c'est un truc qui n'a aucune valeur. Il faut qu'aujourd'hui, la nation congolaise se mobilise parce que le pays est en danger et que Dieu bénisse ce pays parce que ce sont nos ancêtres qui se sont battus pour qu'ils soient un. Ça s'appelle Debout Congolais. Merci. Dressons nos fronts longtemps courbés. Merci beaucoup, Abbé Bala. On ne peut plus accepter l'économie de la logique de la guerre. Il faut un temps ferme pour dénoncer l'agresseur. Le recours à la force a donc cessé d'être une option pour s'opposer et s'imposer comme un impératif existentiel. La République démocratique du Congo, c'est notre parti. Sans la RDC, nous devenons des apatrides. Courage aux FARDC. Courage à cette population déplacée de Goma, Kinshasa, Matadi, Mbandaka. Tout le Congo est avec vous et notre Dieu va protéger et susciter des vaillants militaires qui vont combattre pour garder nos territoires, notre souveraineté nationale, qu'il n'y ait plus la honte, l'opprobre sur notre pays. Ce sont des déclarations, des croyances que nous faisons et soutenons nos FARDC. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous disons au revoir. Festival
Festival Addition à la gloire, 10e édition, qui est tout ce qui respire, loue l'éternel. Après la première édition au Théâtre des Verdures, nos regards sont tournés à l'Académie des Beaux-Arts, dans la commune de Lingola. 30 juin 2022, 14h, Festival Addition à la gloire, avec remise du trophée Louange. Et garantie et rendez encore, les services au sein, les rendez-vous est fixé avec les chantres de l'Éternel, de la République démocratique du Congo, RDC, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Angola et tant d'autres. Festival Addition à la gloire, 10e édition, qui est tout ce qui respire loue l'éternel. Gloire et louange soient rendues à l'éternel Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre. 30 juin 2022, à l'Académie des Beaux-Arts, Festival Addition à la gloire, avec remise du trophée Louange. Le rendez-vous est pris.